Bonsoir, donc je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous organisons donc le troisième événement de l'année, c'est Rendez-vous de l'économie, qui propose des conférences ou des tables rondes comme celle qui va avoir lieu aujourd'hui. J'en profite pour une fois de plus remercier Olivier Biscay et le soutien de Midi Libre et Olivier personnellement pour le travail d'animation qu'il nous fait régulièrement pour ces échanges. Je remercie également la participation des trois intervenants qu'Olivier va présenter. Alors le thème de ce soir, c'est un thème sur la transition énergétique. On a eu la dernière fois un débat ou une table ronde sur la question des prix de l'énergie, donc c'est un peu dans la continuité, sauf que cette fois-ci, l'orientation est plutôt celle de l'action des citoyens et dans ce grand débat sur la transition énergétique. Donc c'est un thème qui nous tient à cœur de manière assez générale, mais en particulier ici, puisqu'on a des formations, et en particulier une formation de master en économie de l'énergie, qui est dont la responsabilité est à Boris. Je remercie également Boris pour nous avoir permis de faire venir une nouvelle fois Christian Depertuis. Et donc je ne vais pas plus tarder à laisser la parole à Olivier. Merci beaucoup Edmond. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à cette conférence autour de la transition énergétique et les leviers d'action des citoyens. Trois invités pour débattre de cette question avec nous ce soir. Christian Depertuis, professeur émérite à l'université Paris-Dauphine et fondateur de la chaire Économie du climat. Je signale votre dernier livre, Climat, 30 mots pour comprendre et agir. On va en parler évidemment tout au long de cette soirée. Je crois même comprendre que vous publierez prochainement un livre, en 2023 peut-être, en 2024. Vous nous en parlerez peut-être tout à l'heure s'il y en a un prochain. 2023, vous nous le direz tout à l'heure. À vos côtés, Raphaël Viennot, ravi de vous accueillir également, directrice générale adjointe de l'AREC Occitanie, Agence régionale énergie climat Occitanie. Là aussi, on est au cœur du sujet que nous allons évoquer ce soir. À vos côtés, pour terminer, Julien Eustache, bonsoir, merci d'être à nos côtés, président et cofondateur de l'entreprise Enerfip. Vous nous direz tout à l'heure ce qu'est cette plateforme que vous présentez. Je crois que vous êtes particulièrement accompagné ce soir dans cette salle par des représentants de cette plateforme. Merci d'être là à tous les trois. Bien sûr, je donnerai la parole à la salle tout à l'heure pour, je l'imagine, des commentaires, des suggestions et des questions. Je voudrais qu'on commence avec vous, Christian Depertuis. Vos micros sont branchés. Parlez bien tout près du micro. Climat, 30 mots pour comprendre et agir. Je fais le lien avec la thématique de ce soir, transition énergétique, les leviers d'action des citoyens. Avant d'agir, c'est bien de comprendre pourquoi il faut agir et ce dont on parle, j'imagine. Bien, merci beaucoup. Ravi de revenir dans cette université. Merci Boris, merci François de cette invitation. Et je voudrais quand même dire que quand on est à Montpellier et qu'on parle d'énergie, évidemment, on sait tous combien on doit à Jacques Percebois, qui nous a tous appris ce que c'était que l'économie d'énergie. Voilà. Bon, alors, je pense qu'il y a 4 points essentiels sur le volet transition énergétique que je vais essayer de dire en moins de 10 minutes, enfin en 10 minutes même. Le premier point, c'est que la question de fond, c'est la transition bas carbone. C'est comment ralentir puis arrêter le réchauffement climatique. Pour ça, il y a 2 grandes transformations à faire. La transition énergétique qui, grosso modo, consiste à sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. Ça représente, dans le monde, 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il y a une deuxième grande transformation dont on ne va pas parler ce soir, que j'appelle la transformation agroécologique, qui concerne non pas le carbone fossile, mais le carbone vivant. La façon dont nous utilisons la terre pour la cultiver, la façon dont nous protégeons ou pas nos forêts, la façon dont nous utilisons l'océan, tout cet énorme domaine du vivant qui contribue aujourd'hui, du fait de nos emprises sur le vivant, à 25% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
Donc ce volet qui concerne le vivant, la biodiversité, est également extraordinairement important. Et puisque vous avez cité mon prochain livre, qui s'appellera « Abondance, rareté et équité », j'insisterai lourdement sur le fait que autant je crois que nous sommes engagés dans une transition énergétique qui va en s'accélérant, et les témoignages que nous entendrons ce soir, je pense, le montreront que dans le contexte local, ça s'accélère, et je le sais puisque j'ai discuté un tout petit peu avec eux déjà, autant sur la transition qui concerne le carbone vivant, là, on en est vraiment encore aux prémices. Deuxième point, lorsque je commençais mes cours d'économie du réchauffement climatique, je vais un peu faire les anciens combattants, au début des années 2000, je commençais toujours en expliquant, lorsque vous installez un panneau photovoltaïque sur un toit à Hambourg, il faut donner des subventions publiques, et la subvention publique, elle correspond à peu près à une taxe carbone de l'ordre de 600 à 900 € la tonne qu'il faudrait mettre sur les fossiles pour rentabiliser les panneaux photovoltaïques. Depuis le début des années 2000, on a vécu une révolution incroyable qui est que le coût des énergies fossiles est devenu plus élevé que le coût des énergies renouvelables. Et je crois que c'est une révolution historique lorsqu'on regarde les systèmes énergétiques, puisque ce qu'on appelle les nouveaux renouvelables, le photovoltaïque, l'éolien, demain l'hydrogène, toutes les technologies étaient déjà sur la table à la fin du 19e siècle, au moment où on a découvert le moteur à combustion interne, la génération électrique de Edison. On a aussi mis le premier panneau photovoltaïque sur un toit à Manhattan. C'était en 1884. On a commencé à transformer le vent en électricité. Première éolienne raccordée à non pas un réseau électrique mais à une batterie, c'était 1888. Mais pendant plus d'un siècle, les fossiles ont gagné la bataille des coûts. Là, on a eu un changement historique dans l'échelle des coûts, et je crois que c'est très important. Le coût des renouvelables est aujourd'hui devenu plus compétitif que le coût des énergies fossiles. Et il y a 3 temps dans cette bataille des coûts sur les sources d'énergie proprement dites, le coût de l'énergie qui sort de l'éolienne et du panneau photovoltaïque. Il y a la baisse du stockage et la baisse du coût de gestion des réseaux intelligents qui permettent d'intégrer ces sources renouvelables dans les systèmes énergétiques. Et puis arrivera prochainement l'hydrogène qui va parachever. Aujourd'hui, l'hydrogène vert est encore nettement plus coûteux que l'hydrogène gris, mais je pense que ce sera la fin de la bascule. 3, on parle beaucoup, et je pense beaucoup trop dans ce pays, des inconvénients des sources renouvelables, et je ne veux pas rentrer dans des polémiques débiles sur ce sujet-là. On oublie que le renouvelable, et surtout le photovoltaïque, a un atout extraordinaire. C'est sa modularité. Un panneau, une cellule photovoltaïque, vous pouvez l'utiliser pour alimenter cet engin, ce portable, ou alimenter quelques sources, quelques éléments décentralisés, et puis vous pouvez faire des champs de panneaux photovoltaïques qui ont des puissances installées, des capacités de production qui sont supérieures à 2 ou 3 EPR, si vous voulez. Donc on a une modularité incroyable, et donc je crois que le système bas carbone, débarrassé des énergies fossiles qu'on va construire demain, va avoir une extraordinaire diversité avec un maillage des territoires avec des sources décentralisées, des réseaux décentralisés, et aussi des sources très importantes centralisées pour fournir la masse. Parce qu'on ne va pas alimenter des grandes métropoles, Montpellier, encore moins des grandes métropoles urbaines, si on a uniquement des systèmes décentralisés. Donc on va aller vers des systèmes où on aura coexistence et complémentarité entre de la décentralisation, des mini-réseaux, et puis des sources très abondantes, et puis des réseaux de transport. Et en Europe, on voit bien que se dessinait un futur énergétique avec 2 énormes plaques centralisées, la mer du Nord avec l'éolien, la zone méditerranée avec et puis à l'intérieur, ces territoires qu'il va falloir équiper avec des sources décentralisées qui maillent les territoires. Évidemment, les réseaux, en plus électriques, dont on hérite du passé, ne sont pas du tout adaptés, donc il va falloir investir dans tout ça. 4e et dernier point, je pense que je n'ai pas trop dépassé j'espère que je n'ai pas trop dépassé mon quota. Parfait pour l'instant. Le problème quand on parle, c'est qu'on ne se rend pas compte du temps qui passe. Quand on écoute, des fois, on trouve ça un peu long. Bon. Alors, j'espère que ce n'est pas le cas, enfin, vous me direz. Alors, le dernier point, c'est l'action sur la
demande d'énergie, si vous voulez. Pour l'instant, vous voyez, j'ai parlé des systèmes énergétiques du côté de l'offre, du côté des sources d'énergie, les réseaux, lorsqu'on regarde un peu les transitions énergétiques dans le monde ou dans les régions, on voit bien qu'on n'arrivera pas à des systèmes zéro carbone si on n'agit pas à la fois sur l'offre et sur la demande. Pourquoi ? Parce que la transition énergétique bas carbone, elle est très différente des transitions énergétiques historiques. Depuis un siècle et demi, on n'arrête pas de faire des transitions énergétiques, mais on rajoute des sources les unes sur les autres. Du coup, on augmente la consommation d'énergie, on augmente la disponibilité d'énergie. Et là, la transition bas carbone, il ne s'agit pas uniquement de rajouter des sources décarbonées, il faut enlever les sources fossiles. Et donc, pour passer de cette logique de l'addition à une logique de substitution, une logique de soustraction, il faut agir sur la demande finale. Il faut aller vers des systèmes qu'on appelle de sobriété. La sobriété énergétique, alors c'est un peu mode, parce que tout le monde parle brusquement de la sobriété énergétique. Bon, moi, j'en parlais déjà un peu avant. C'est très important, ça veut dire qu'il faut modérer la demande. Et souvent, la sobriété énergétique est un peu présentée comme un effort individuel qu'il faut faire pour passer l'hiver, par exemple, quand il y a une menace de pénurie physique. Non, je pense qu'il est très important de réfléchir à la sobriété dans une perspective de temps long. Et pour ça, je vois 3 points, et je terminerai par là. Le premier point, c'est que la sobriété ne peut pas être uniquement individuelle. Elle doit s'intégrer dans des politiques globales, notamment des politiques territoriales qui facilitent effectivement les économies d'énergie. Ça ne veut pas dire que les individus n'ont pas de responsabilité. Mais 2, il faut construire des modèles économiques de la sobriété. C'est-à-dire qu'il faut que nos entreprises apprennent à de trouver des modèles économiques rentables et sobres. Et seuls les modèles rentables et sobres et accessibles aux plus nombreux seront des modèles qui permettront de basculer vers cette économie bas carbone. Et dernier point, la question de la sobriété pose évidemment une question d'équité. Parce que on ne peut pas mettre sur le même plan, si je raisonne entre des pays où la consommation d'énergie moyenne par habitant est de l'ordre de 7 à 8 tonnes d'équivalent pétrole par habitant, et puis des pays où c'est à 0,5, États-Unis d'Amérique d'un côté, Afrique au sud du Sahara de l'autre, et à l'intérieur des pays, on ne peut pas mettre sur le même plan des consommations énergétiques de la population qui a les moyens de consommer et parfois de surconsommer de façon absurde de l'énergie, et là, les 5 millions de nos concitoyens qui sont dans une situation de pénurie, il y a un mot, je ne trouve pas le mot, de précarité énergétique. Voilà. J'ai terminé. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Christian Pertuis. Quelques éléments pour rebondir sur ce que vous disiez, avant évidemment de passer la parole à nos 2 invités pour évidemment parler des actions des citoyens. Un premier point, pour agir, il faut comprendre. Je reprends le titre de votre livre. Pour comprendre, il faut aussi que, probablement au plus haut, les ambitions affichées soient claires, déterminées et cohérentes. Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'en France, sur la transition énergétique, sur les sujets que vous venez d'évoquer, on est clair, déterminé et transparent ? Oui, ça c'est bien une question de journaliste. Oui, absolument, je suis là pour ça. Donc, alors la réponse est non. Ça rassure. Vous attendiez. Absolument, merci. Voilà. Bon, donc j'espère que je vais faire les gros titres demain de... C'est pas Sud-Ouest. Midi libre, non, pas du tout. Pardon, Non. Oui. On rachètera peut-être un jour, mais pas tout de suite. Non, mais je vous en prie, Allez-y. Bon, alors, non, mais si vous voulez, ma femme est bordelaise, alors c'est un petit biais. Bon, non, je pense que clairement, il faut distinguer aujourd'hui, lorsqu'on parle du plus haut niveau, le niveau européen et le niveau national. Je crois que c'est très important. Au niveau européen, on est engagé dans une stratégie qui vise moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre 2030 par rapport à 1990. Cet objectif de moins 55% a été décidé par les chefs d'État européens dans un Conseil européen de décembre 2021 et il est traduit
par ce qu'on appelle un paquet de mesures qu'on appelle Fit for 55, qui a été proposé par la Commission européenne le 14 juillet. Ils ont eu le culot de mettre ça le jour de la fête nationale, le 14 juillet 2021, et ce paquet législatif est en cours de discussion au Parlement. Ce qui est très positif. La guerre en Ukraine et tous les désordres énergétiques qui ont suivi n'ont pas mis en péril le dynamisme de cette discussion au Parlement européen, et notamment la partie que je suis le plus directement, qui concerne le système d'échange de quotas, est effectivement dans une phase de réforme très importante sur laquelle on pourra parler si ça vous intéresse. Donc je pense qu'il y a une certaine cohérence au niveau européen. Au niveau national, nous n'avons pas encore intégré dans notre dispositif national le passage de l'ancien objectif qui était de moins 40% au nouvel objectif qui est de moins 55%. Et ce n'est pas l'épaisseur du papier à cigarette, parce que passer de moins 40 à moins 55%, ça implique d'accélérer énormément. Et aujourd'hui, on n'a pas encore le cadre français clair sur cette accélération. J'ajoute un dernier point, c'est qu'il y a une particularité franco-française dans le système énergétique qui est la place du nucléaire dans la production électrique. Le nucléaire, c'est la bonne nouvelle, produit de l'électricité sans émettre de CO2. Mais dans le monde, en Europe et en France, le nucléaire, s'il a un rôle à jouer dans la transition énergétique, ce sera un rôle d'appoint. La révolution en cours, elle est basée sur ce que je disais tout à l'heure, sur l'effondrement du prix et du coût des énergies renouvelables par rapport... Et donc, la France n'a pas encore... Et le grand débat sur le nucléaire se passe dans des conditions assez compliquées, puisque j'ai lu aujourd'hui qu'apparemment, ça s'est interrompu. Oui. Bon, je pense qu'il faut clarifier quel sera le rôle du nucléaire dans notre transition bas carbone. Le RTE a fait un certain nombre de scénarios qui montrent tous que la place du nucléaire doit être réduite. Et la question, c'est de savoir de combien. Et la question est de savoir par quoi on va remplacer les centrales nucléaires existantes qui vont arriver en fin de vie à une échéance qu'on ne connaît pas très bien, mais en tout cas, elles vont dépasser 40 ans dans 10 ans toutes. Donc, c'est pas comment. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qui freine aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous freine? Et est-ce que ces freins que nous observons aujourd'hui peuvent avoir des conséquences, et quel type de conséquences à moyen et long terme? Si vous voulez, les freins sont que, en partie, mais pas uniquement, en partie à cause de cette question nucléaire, on a pris un retard épouvantable sur le développement du renouvelable en France. Bon. Lorsque vous faites le bilan en 2020, il y a un pays sur les 27 qui n'a pas atteint ses objectifs en termes d'énergie renouvelable, c'est la France. Bon. Je constate malheureusement que aussi bien le nucléaire que la place des renouvelables, et notamment les éoliennes, sont devenus beaucoup plus un facteur de polarisation au sein de la société. Polarisation qu'on voit aussi bien au niveau de la classe politique qu'au niveau des débats citoyens. Alors que je pense que si on arrivait à mettre les bonnes questions sur la table, on devrait arriver à... On ne va pas tous être d'accord, si vous voulez, mais il faut trouver au moins un minimum de terrain d'accord sur comment est-ce qu'on peut accélérer. Et il faut accélérer tout. Donc il faut accélérer, évidemment, les actions sur la demande et les actions sur l'offre d'énergie décarbonée. Bon. Et ça... on est quand même, on patine un peu dans la chaux. Alors, il y a des éléments quand même. Alors, je ne voudrais pas avoir l'air d'être le gars, c'est le Parisien qui vient casser l'ambiance systématiquement. Il y a des choses positives que je voudrais dire. J'en vois deux, très importantes. J'en vois trois, même, très importantes. La première, c'est qu'il y a de l'argent et il y a des projets aujourd'hui pour des investissements industriels lourds dans la décarbonation et dans l'hydrogène. Il y en a même dans cette région. Absolument. C'est nouveau. C'est nouveau. Avant, on parlait beaucoup, dès qu'il s'agissait d'amener les euros sur la table. Bon, là, maintenant, il y a ça. Donc ça, je crois que c'est très important. Et derrière ça, il y a la prise de conscience que la transition énergétique
doit impliquer une reconfiguration de notre appareil industriel et de notre appareil. Ça, c'est très important. 2, il y a une accélération incroyable des initiatives citoyennes ou économiques, dans le tissu économique. Je le vois tous les jours, si vous voulez. Bon. Et j'ai souvent l'impression que, bon, je ne veux pas parler à votre place, mais on va les écouter. J'ai souvent l'impression que quand on écoute des gens comme ceux qui sont à ma droite, on se dit que sur le terrain, quand même, ça avance beaucoup plus vite que dans les débats un peu qu'on a. Vous avez cité tout à l'heure, vous avez dit en haut, au sommet. Au sommet. Au sommet. Bon, alors, bon, nous, on est à la base. À la base, ça conduit d'avancer. Puis il y a un troisième point qui, je crois, est quand même... il faut trouver les mots pour le dire, mais qui me paraît quand même fondamental. Quand j'ai commencé mes cours d'économie du climat, j'avais l'impression tout simplement d'être un zombie tombé dans la fac. C'est-à-dire que... il fallait commencer, il fallait tout reprendre à la base. Il fallait expliquer déjà c'est quoi l'effet de serre. Puis je disais, mais toi, tu t'occupes du marché du carbone, c'est quoi, tu vends de l'air, oui, c'est ça. Bon, c'est bon. Mais bon, aujourd'hui, il y a une conscience beaucoup plus large et beaucoup plus profonde des questions climatiques dans la population, notamment dans la population des jeunes. Bon, alors, parfois, je reconnais que c'est un peu agaçant pour les types de mon âge qui ont eu l'impression pendant 20 ans de travailler sur le bas carbone et on vous dit vous n'avez rien fait. Bon, je pense qu'il y a peut-être un peu d'exagération dans cette formulation des jeunes, mais le mouvement des jeunes me paraît extraordinairement important dans l'avancée de la transition et il n'est pas prêt de s'arrêter pour une raison très simple. C'est que le GIEC nous le dit, les impacts du réchauffement climatique vont continuer à s'aggraver pendant au moins 2 à 3 décennies, quel que soit ce qu'on fait sur les émissions à court terme. Donc le climat que vous connaîtrez, vous les jeunes, après 2050, on sait qu'il va être très dur. Bon, le climat qu'on connaîtra après 2050, moi, si vous voulez, quand je regarde l'étape de mortalité, je ne serai plus là pour le voir. Donc c'est pour ça que le mouvement des jeunes est extrêmement important. Raphaël Viennot, on le disait, directrice générale adjointe de l'AREC, Occitanie, Agence régionale énergie climat Occitanie. Si à la tête, au sommet, ça tergiverse de temps en temps, il y a bien des exemples sous nos yeux en ce moment, sur le terrain, au plan des territoires que vous incarnez, ça avance. Comment vous l'incarnez, ces avancées, comment incarnez-vous ces avancées au sein de l'AREC ? L'AREC, c'est l'Agence régionale de l'énergie du climat, qui est un outil qui a été mis en place par la région Occitanie pour accélérer la transition énergétique sur les territoires. Et on le constate en effet, ça bouge sur les territoires. Il y a énormément d'initiatives qui sont prises par les collectivités, par les entreprises et par les citoyens. Et le rôle de l'AREC, c'est d'accompagner et de faciliter le passage à l'acte pour accélérer la transition énergétique. Donc on se présente un peu comme une boîte à outils, une fabrique de solutions pour accompagner donc, les acteurs de la transition énergétique, de l'ingénierie jusqu'au financement de projets. Donc on peut intervenir très en amont sur des phases d'accompagnement à la définition de stratégies énergétiques, de plans climat-énergie pour les collectivités, et très en aval sur le financement de projets, en prenant directement en fait, des participations au sein de sociétés de projets qui portent des projets d'énergie renouvelable. On a également aussi développé un peu des solutions clés en main, notamment une qui s'appelle Ombrière d'Occitanie, avec un partenaire qui s'appelle See You Sun. Et on propose donc aux collectivités, avec les syndicats départementaux d'énergie, on associe toujours une composante du territoire, d'équiper en fait des petits parkings d'ombrières photovoltaïques, donc à partir de 14 places, et sur une surface donc pour une puissance minimale de 36 kg. Et on voit souvent qu'en fait ces petits parkings n'intéressent pas généralement les développeurs. Et grâce à Ombrière d'Occitanie, en fait, on va agréger des petits projets pour faire un gros projet et en tout cas permettre son financement par les banques. Un dispositif peut-être dont vous pouvez nous parler, entre autres, cotoiturage. C'est un dispositif que vous allez prochainement présenter, me semble-t-il, dans les prochains jours. Hein. Oui, alors cotoiturage, voilà, vous voyez donc voilà, un lien avec covoiturage. Donc c'est une initiative donc, qui est portée par la région Occitanie et en œuvre par l'Agence régionale de l'énergie du climat. Ça a tout simplement pour objectif de mettre en relation des particuliers qui disposent de toitures
avec des collectifs citoyens pour équiper donc ces toitures de panneaux solaires. Donc c'est tout simplement une bourse, une mise en relation entre citoyens pour accélérer l'implantation de panneaux solaires photovoltaïques. Cette dynamique citoyenne, donc l'AREC l'accompagne depuis plusieurs années, donc aux côtés de la région, mais aussi donc de l'association Éclair et de l'ADEME. On le voit bien, c'est une dimension tout à fait essentielle de la transition énergétique et notamment de la trajectoire région à énergie positive, qui est le cap qui a été fixé par la présidente de région Carole Delga, c'est-à-dire couvrir 100% de nos besoins en énergie par la production d'énergie renouvelable locale à échéance 2050. Et cela ne peut pas se faire s'il n'y a pas un engagement aussi de la part des acteurs des territoires. On le voit bien, un projet d'énergie renouvelable, c'est avant tout un projet de développement local qui doit impliquer donc les élus, mais aussi les citoyens, le développeur, pour en faire un vrai projet de territoire. Qui sont ceux que vous avez de plus de mal à convaincre ? Parce que vous n'avez pas du tout parlé d'entreprise, par exemple. Alors peut-être qu'ils s'intègrent dans les acteurs du territoire, mais est-ce que les entreprises ont encore besoin d'être convaincues de la nécessité d'avancer sur la question de la transition énergétique ? Je ne pense pas qu'elles aient besoin d'être convaincues aujourd'hui. Aujourd'hui, elles le sont de force. C'est quasiment vital, compte tenu de l'augmentation du coût de l'énergie. Et effectivement, on a un accroissement de la demande des entreprises pour être accompagnées pour la réalisation d'investissements favorisant l'efficacité énergétique de leur process. Aussi bien des grandes entreprises que des petites entreprises. Et si il y a quelques années, on pouvait se payer le luxe de consommer de l'énergie abondante, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et on voit bien que les gains de productivité passent par l'amélioration de l'efficacité énergétique des process. Et donc là aussi, effectivement, je ne l'ai pas évoqué, mais l'AREC a un dispositif assez spécifique qui s'appelle FITEO et qui permet en fait de financer des investissements pour l'efficacité énergétique dans le cadre d'un mécanisme de tiers investissement. C'est-à-dire on porte les investissements et l'entreprise nous en rembourse dans le cadre en fait, d'un loyer qui correspond aux économies d'énergie générées. Parce qu'en fait, les entreprises, la difficulté pour le passage à l'acte, c'est qu'elles n'interviennent pas si les temps de retour sur investissement sont quasiment supérieurs à 3 ans. Elles veulent des temps de retour sur investissement très courts. Donc la clé, elle est vraiment dans le financement de ce type d'investissement. Parlez-nous des citoyens. Il y a beaucoup d'étudiants dans la salle ce soir. Autant de citoyens, on parlait de la jeunesse. Voilà. Comment vous pouvez les aider ? Quel type de projet soutenez-vous ? Avez-vous un fonds de dotation ? On évoquait l'argent, qui est quand même essentiel pour que les projets soient portés. Comment faites-vous tout cela ? Alors, on les accompagne. On a effectivement, avec nos partenaires, mis en place une plateforme qui s'appelle Énergie citoyenne d'Occitanie, qui donc est un centre de ressources pour accompagner donc, les citoyens qui veulent se lancer, mettre en place un projet, qui ne savent pas très bien comment s'y prendre. Donc il y a beaucoup de retours d'expérience. C'est une plateforme collaborative, donc c'est les citoyens qui parlent aux citoyens. C'est aussi de l'information sur les montages juridiques, c'est de l'information sur comment financer ce type de projet. On croit beaucoup, si vous voulez, un peu à l'effet d'entraînement entre pairs, et donc à l'aspect retour d'expérience. On le voit bien, c'est souvent, on se lance dans une installation photovoltaïque parce que son voisin l'a fait. Donc on se dit, tiens, finalement, s'il l'a fait, c'est que c'est pas si mal et ça doit marcher, puis finalement, il a réussi à le financer, donc pourquoi pas moi, etc. Donc il y a vraiment ce rôle de mise en réseau, d'apporter des éléments pour faire monter en compétences, pour acculturer. Et puis après, il y a effectivement la question du financement. Donc aujourd'hui, à la demande de la région qui a voté donc là en juin un dispositif qui s'appelle OSENR citoyens, l'AREC a mis en place un fonds qui s'appelle IGLOU, donc c'est investissement pour la gouvernance locale en Occitanie, et qui a vocation, là aussi, à prendre des participations dans les sociétés de projets qui sont constituées à 100% de citoyens et ou de collectivités, et donc pour apporter des fonds pour pouvoir permettre de réaliser l'investissement. Parce qu'on le voit très souvent, les collectifs de citoyens ont des difficultés à lever de l'épargne citoyenne. D'ailleurs, on voit que Enerfi peut jouer un rôle clé là aussi, là-dessus. Et donc, en fait, on est un peu dans cette phase d'amorçage. On n'a pas vocation à rester au sein des projets. En gros, on est là pour 5-7 ans, le temps justement que des citoyens rentrent au capital de la société de projet. Et nous, à ce moment-là, on sort du projet pour en financer d'autres.
Merci beaucoup, Raphaël Viennot. Je reviens évidemment tout à l'heure avec vous, puisqu'il y aura forcément des questions de la salle. Julien Eustache, je le rappelais, vous présidez, vous avez lancé l'entreprise Enerfip. Parlez-nous de cette plateforme, Enerfip. En quelques mots, de quoi s'agit-il exactement ? Volontiers. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, Enerfip, c'est une plateforme d'investissement dédiée à la transition énergétique. Le principe est très simple. À partir de 10 €, vous pouvez investir la somme de votre choix sur des projets de production d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique ou de mobilité durable. Et moyennant cet investissement, vous avez un taux d'intérêt qui va de 5 à 7% par an sur des maturités de 1 an à 4 ans, 5 ans maximum. C'est une entreprise montpelliéraine qu'on a créée avec mes 3 acolytes en 2014. Et pourquoi en 2014 ? Parce qu'à ce moment-là, la France a eu la bonne idée de se doter d'un cadre législatif sur le financement participatif, puisqu'il n'y avait rien avant cela. Et ce cadre s'est avéré être, et de loin, le plus abouti aujourd'hui en Europe, puisque, pour que vous le sachiez, Enerfip est numéro 1 européen sur son secteur aujourd'hui, avec plus de 300 millions d'euros collectés depuis 2014. On a une communauté d'environ 40 000 citoyens, citoyennes inscrits qui investissent sur la plateforme. Concrètement, dites-nous comment ça fonctionne, quels sont les projets qui sont portés, comment on agit, comment chacun d'entre nous, ici, peut rejoindre votre plateforme. Mais c'est vrai que ce qui a œuvré, pour vous répondre, ce qui a œuvré à la création d'Enerfip par nos soins, c'était cette volonté et cette dynamique un peu sociétale. Je pense que tous on le ressent, cette volonté de savoir où va notre argent, à quoi et à qui il va servir, introduire un peu une notion de circuit court à l'épargne, et on le verra un peu peut-être tout à l'heure, l'argent est un élément hautement sensible sur notre impact en tant qu'individu. Donc c'est super simple, et je ne doute pas que dans cet amphithéâtre, vous ferez ça en un claquement de doigts. C'est un site internet, c'est un questionnaire qui prend 5 minutes pour y répondre, et à partir de là, vous investissez sur le projet de votre choix, par carte bleue ou par virement. Et je sais que quand on est étudiant, on n'a pas forcément beaucoup d'argent, mais 10 €, voilà, vous pouvez commencer, et ça commence par là. Il y a des projets que vous pourriez peut-être citer, qui ont été financés, cofinancés ? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'en plus, au tout début, quand on a commencé, c'était plutôt des projets entre guillemets modestes, donc très, très localisés, très territoriaux, avec des sommes de 50 000 €, 100 000 € à collecter. Aujourd'hui, vous avez toujours ce type de projet sur la plateforme, mais vous avez aussi des projets beaucoup plus symboliques, beaucoup plus importants, de taille beaucoup plus significative, des parcs éoliens offshore par exemple, des centrales photovoltaïques de plusieurs hectares, comme vous le disiez tout à l'heure, ou des centrales hydroélectriques. Enfin voilà, il y a vraiment une très grande diversité de projets. Une question pour prolonger ce que vous dites, peut-être sur le sens que l'on donne à tout cela, parce que évidemment on a bien saisi qu'il y avait des territoires, des citoyens, des acteurs qui se mobilisaient pour la transition énergétique, mais quand on agit, pour revenir au titre de votre livre, Christian de Pertuis, on aime bien savoir pourquoi. Dans quel sens ? Comment on arrive à mesurer l'impact de son action concrètement sur l'environnement, la planète ? Parce que tout ceci doit avoir évidemment une action et donc un résultat. Ouais, c'est vraiment une question essentielle qu'on s'est posée très tôt chez Enerfip, parce que c'est chouette de savoir qu'on investit sur un parc éolien, une centrale photovoltaïque. Ok, mais tout ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que l'argent que j'ai investi va vraiment avoir comme impact ? Et donc on a commencé tout d'abord par faire un calcul tout simple, c'est que si on proratise l'argent investi par les citoyens sur un parc éolien par exemple, on sait combien d'énergie va produire ce parc éolien, et donc on est capable de vous dire, voilà, pour les 100 € que vous avez investis, ça représente la production de tant de kilowattheures par an d'énergie propre. Ok, super, c'est déjà une première notion. Et si on met en face de cela le fait que la Banque mondiale donne chaque année un chiffre du total de l'énergie consommée par une personne vivant dans un pays donné, en France c'est un peu plus de 6 900 kWh, ça permet de proposer aux gens, tenez, essayez de devenir un citoyen à énergie positive. C'est-à-dire, par le biais de vos investissements, essayez d'être à l'origine de la production d'une énergie supérieure à ce que vous consommez pour l'ensemble de vos besoins. Et puis, pour aller un peu plus loin, plus récemment, on s'est dit, en termes d'émissions de CO2, qu'est-ce que ça représente, ce qu'on propose sur Enerfip ? Et c'est vrai que quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il y a un angle mort qui est assez énorme sur notre argent, dans le sens où aujourd'hui on estime qu'en France, une personne qui vit dans notre pays a une émission, une empreinte carbone qui est de 9 à 11 tonnes selon les sources que vous regardez.
Donc c'est significatif. Je vous rappelle qu'on est tous censés descendre en dessous de 2 tonnes hein, si on veut arriver à atteindre les objectifs qu'on a pour les années à venir. Donc on a beaucoup d'efforts à faire. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que notre argent, celui qu'on a sur nos livrets, qu'on a sur notre compte bancaire, eh bien, ça représente, c'est plus important que notre impact, que notre empreinte carbone au travers de notre consommation. Pourquoi ? Parce que l'intensité carbone de cet argent, quand on le met à la banque, il sert à quoi ? Où est-ce qu'il va ? Est-ce que vous le savez ? En général, on ne le sait pas vraiment. Et en fait, quand on regarde ce que font les banques avec toutes ces liquidités pour financer différents investissements, différents actifs, pour prêter de l'argent à différentes sociétés, eh bien, tout ça a malgré nous un impact très important sur les émissions de CO2. Et quand on regarde le rapport Oxfam est assez édifiant là-dessus, je vous invite à aller le regarder. En moyenne, c'est 400 grammes de CO2 émis par euro placé sur un compte bancaire. En investissant sur Enerfip, vous divisez par 10 cet impact par euro. Donc c'est extrêmement important. Pourquoi je dis qu'on le divise par 10 ? Parce qu'il y a toujours un impact d'émissions de CO2 à travers de nos activités en tant qu'être humain, c'est normal. Mais du coup, on peut vraiment aller vers quelque chose de beaucoup moins impactant, beaucoup moins dommageable pour l'environnement au travers des choix que l'on fait quant à la destination de notre argent. Christian Depertuis, quand vous entendez à la fois Julien Eustache, Raphaël Viennot faire le récit de ce qui se produit sur le terrain, d'abord votre réaction et puis peut-être un regard sur ce qui se fait au plan national, au plan européen peut-être. Est-ce qu'on est aussi ailleurs, on a autant poussé l'action citoyenne? Vous voulez dire, est-ce que Montpellier en avance ou en retard sur le reste quoi. Bon, alors, pas seulement Montpellier, mais l'Occitanie, la France peut-être. Est-ce que sur ces points, sur ces leviers citoyens? Oui, alors, bon, d'abord, moi je sens ce que vous dites, je le sens vraiment partout. Ça, je pense que par rapport à il y a 5-6 ans, la bascule, elle est faite. Et moi, je pense qu'il y a une différence essentielle. Quand on faisait des exposés il y a encore 5 ou 6 ans dans des territoires, il fallait parfois commencer par rappeler des bases. Aujourd'hui, on est en mouvement, si vous voulez, on s'est mis en mouvement. Bon. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que les formes et les modalités de ces actions sont à la fois très différentes et très spécifiques à chaque contexte local, mais elles ont des points communs. Et les points communs, à mon avis, ils sont de 2 natures. La première, c'est que il y a une question de sens. C'est-à-dire que, vous l'avez dit très bien l'un et l'autre, ça n'a pas le même sens de mettre son épargne, je ne sais pas, dans n'importe quelle grande banque et puis de financer un projet dont on voit l'utilité, la logique, le lien avec le territoire, etc. Donc ça, je pense que la question du sens, elle est devenue absolument déterminante dans la transition énergétique. Bon, et dans le métier d'enseignant, on le voit très bien. Si vous voulez, les étudiants qu'on a aujourd'hui veulent plus du tout faire les mêmes jobs et prendre les mêmes engagements que ceux qu'on avait il y a 10 ou 15 ans. Je ne sais pas, moi je devais avoir Boris il y a 10 ou 15 ans comme étudiant. Il était à l'époque dans des promotions où ils étaient beaucoup. Lui, il était en avance sur les autres, mais, parce qu'il était déjà conscient de la transition, mais la plupart étaient bons. Donc ça c'est un premier point. Bon. Deuxième point qui est très intéressant, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet, parce que justement, il est question d'investissement, il est question d'argent, il n'est pas question d'intention, on n'est plus dans la discussion, on est dans l'action. Bon. Et ça compte, quand on additionne tous ces investissements, ça compte. Bon. C'est le côté sympa et très important. Mais je rappelle qu'il y a énormément d'investissements encore qui se font dans l'économie de l'énergie qui carbone. Et ce n'est pas des petits investissements. Vous avez dit, bon, vous avez levé combien? 300 millions. Bon, c'est bien. Bon. Et ITA, c'est un peu ce que... Vous faites la même chose que ITA? Pas du tout. Ouais, parce que moi j'ai financé dans un truc participatif d'un ancien étudiant, mais ça passe pas par lui, ça passe par un autre truc. Bon, pareil, lui, c'est un ancien étudiant, vous voyez, il a monté une compagnie de cargo à voile.
Bon, donc il tape tout ce qu'il peut trouver autour, donc y compris les anciens profs. Bon, donc on est passé aussi par une espèce de plateforme. Bon, et je vous dis, alors je confirme ce qu'il a dit. C'est très facile, c'est très facile. Vous faites quelques clics, donc ils font des vérifications pour voir si vous avez de l'argent. Après, ils vous prennent la somme que vous dites. Bon, après, le retour d'information n'est pas toujours aussi bon. Enfin bon, voilà. Bon, alors ça c'est peut-être mieux chez toi que chez les autres. Terminé. Alors, bon, ça on le voit bien. Mais je rappelle quand même, juste pour donner les ordres de grandeur, une plateforme gazière qu'on est en train d'installer en mer du Nord. Et là, je parle de vrais objets industriels. Il y en a une qui va rentrer en opération à la limite de l'océan Arctique. C'est entre 6 et 8 milliards de dollars. Une plateforme. Une chaîne complète qui va rechercher du gaz naturel en Australie, livraison gaz au marché japonais, après transité par le GNL, 50 milliards de dollars. Et, donc, dans l'énergie, bon, j'aurais la décence de ne pas rappeler le coût de l'EPR. On le rappelle quand même. Un peu, oui, peut-être. Ouais, 20 milliards de dollars. Non, d'euros, pardon. 20 milliards, on ne finance quand même pas encore en dollars l'EPR. Bon, 20 milliards d'euros, oui. Bon, donc, ça compte. Mais il faut en faire beaucoup plus pour renverser complètement la machine par rapport aux investissements qui continuent à fossiliser le monde. Raphaël Viennot et Julien Eustache, quelle est la suite ? Parce qu'on a évidemment tous observé et on en fait état très régulièrement dans nos colonnes et dans tous les médias de toutes ces actions citoyennes. Qu'est-ce que vous, qui êtes au plus près des citoyens, l'un comme l'autre, attendez, je sais pas, de l'administration, de Bercy, lever des freins administratifs, enfin, qu'est-ce qui peut derrière, qu'est-ce qui peut aider, accompagner à aller plus loin ? Allez-y. Bonne question. Bonne question, alors que vient d'être votée la loi d'accélération pour le développement des énergies renouvelables, qui pose quand même pas mal de questions. Moi, je crois beaucoup en fait aux dynamiques locales et à la force du collectif. Alors, c'est pas suffisant pour lever des freins administratifs, réglementaires, mais ça aide pas mal. Et je peux vous dire que quand un préfet il voit que sur un projet, il y a une forte mobilisation des élus, des citoyens et que le projet fait sens pour le territoire, généralement, il a une appréciation de la réglementation un peu moins stricte que s'il a un collectif d'opposants. Moi, j'ai vraiment pu le constater, notamment sur des projets éoliens où on voit qu'il y a beaucoup de difficultés à développer ce type de projet d'éolien terrestre en Occitanie. Alors, bon, c'est peut-être un peu naïf ce que je dis, mais je pense que ça marche. Après, bon, au plus haut niveau, effectivement, il faut faciliter le développement de ce type de projet. Il faut avoir une attention particulière, poser les projets de développement des ENR comme des projets de développement territorial et en faciliter le développement. On ne se raconte pas non plus d'histoire. Il faut évidemment que les élus, et on le voit bien en région Occitanie, alors on serait dans une autre région où ça n'aurait pas lieu, peut-être qu'on aurait un autre regard, mais pour y vivre, on sait très bien que les élus de manière générale, qu'ils soient locaux, les maires, régionaux, départementaux, sont alignés sur une action citoyenne, transition énergétique. Ça compte ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre, souvent on attend beaucoup des élus, là pour le coup ils sont extrêmement moteurs dans la région, ce qui fait que ça accélère. Oui, et puis en plus, ils vont avoir un rôle clé à jouer, là, suite à la loi d'accélération des ENR, avec le zonage, ça s'appelle les zones d'accélération. Et donc, puisque c'est vraiment l'élu qui va être à la manœuvre pour décider du développement des énergies renouvelables sur son territoire. Alors, ça peut être une bonne chose, mais ça demande aussi d'être attentif, en tout cas d'accompagner les élus. Moi, il faut vraiment aussi un gros travail d'acculturation des élus sur les enjeux des ENR, et aussi de ne pas opposer, parce que c'est très souvent le cas, ENR et biodiversité par exemple, et de montrer que avec des projets vertueux, on peut tout à fait concilier les enjeux. Julien Eustache. Oui, moi là-dessus, je pense que cette mutation du modèle énergétique, elle doit s'accompagner aussi d'un changement de paradigme, et je rejoins un petit peu ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on arrête d'attendre que les pouvoirs publics prennent les bonnes décisions, parce que clairement, je pense qu'il faut se le dire aujourd'hui, elles ne sont pas à la hauteur pour la plupart de ces enjeux. Et
Enfin, il n'y a pas besoin de faire une grande conférence pour s'en rendre compte, c'est factuel. Et en fait, ça repose sur nos épaules, à nous, en tant que citoyens, citoyennes. Et il ne faut pas le voir comme une énorme charge, au contraire comme une belle opportunité. Je me souviens, le premier événement auquel Enerfip a participé, c'était en 2015 à la COP21. Et c'était super intéressant de voir justement ce clivage qu'il y avait entre, d'un côté, la tente citoyenne, une énorme tente où ça fourmillait de personnes qui avaient plein d'idées, plein d'initiatives pour justement aller dans le bon sens et faire changer un peu les choses. Et puis, dans la tente d'à côté, des officiels qui ergotaient sur un texte la virgule, le mot. Enfin, il y avait une sorte de décorrélation assez dingue. Et je pense que, enfin moi, en tout cas, ça m'a fait prendre conscience que il ne faut pas attendre qu'on nous dise quoi faire et comment le faire. Et c'est à nous, individuellement. Et c'est pas le colibri, c'est pas la goutte d'eau. Ce qu'on fait individuellement, ça a vraiment un gros impact. Et je pense qu'il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Et puis, je crois que c'est Victor Hugo qui disait qu'on n'arrête pas une idée dont l'heure a sonné. Voilà, il faut aussi se dire que ça va mécaniquement, obligatoirement se mettre en place, quoi. Avant de passer aux questions de la salle, peut-être un regard européen. Nos voisins, j'aime bien qu'on puisse sortir du cadre national. Les plateformes, par exemple, comment ça se passe? Quels sont les regards que portent les citoyens, je sais pas, en Espagne, Italie? Est-ce que vous avez des points de vue là-dessus, des études qui sont réalisées pour montrer combien aussi la France est probablement un peu en avance sur le sujet? Ouais, c'est un peu ce que je disais en introduction. On a tendance à se flageller un petit peu en France, et pour le coup, sur la thématique du financement citoyen, on est vraiment en avance. Alors, il y a eu dans l'histoire certains pays comme le Danemark, par exemple, qui ont rendu obligatoire l'investissement citoyen pour les habitants dans un rayon de 30 km autour d'un parc éolien. Ce genre de choses qui ont été un peu les prémices de l'investissement citoyen en Europe. Mais c'est vrai que la France est vraiment le fer de lance de ce secteur. Il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui en Europe, mais qui sont pour la plupart assez petites, avec un impact assez restreint. Et pourtant, on le voit bien, les citoyens ont les mêmes envies, les mêmes aspirations à pouvoir savoir où va l'argent de leurs investissements et à quoi il va servir. Donc je pense qu'on est vraiment au démarrage, vraiment à l'orée de ce qui va être quelque chose de très prégnant dans l'avenir. Christian de Pertuis, prenez un micro. Oui, moi je pense qu'il y a effectivement un mouvement très large et qui prend peut-être des formes un peu différentes dans d'autres pays, mais j'ai en tête par exemple les investissements des coopératives énergétiques en Allemagne, qui sont un moteur incroyable. Alors c'est pas exactement du citoyen comme tu fais toi, mais c'est dans la même philosophie de financement décentralisé dans lequel l'épargne locale est mobilisée pour des projets locaux qui sont verts à 90, même 95%. Donc ça agit très rapidement. Le truc, c'est que même avec ça, on n'est pas encore dans le bon rythme, quoi. Il faut encore accélérer. C'est ça qu'il faut bien voir. C'est que moi, je trouve que souvent, il y a un peu un débat, je trouve, dangereux, parce qu'il est un peu désespérant, où on dit, regardez, on n'y arrive pas, etc. Non, la vérité, c'est qu'on est dans la bonne direction, hein. Les inflexions sont très largement faites, et on n'est pas du tout dans la même situation qu'il y a encore 5 ans. C'est vrai, pas uniquement en Occitanie, c'est vrai aussi dans d'autres pays européens, c'est vrai dans des pays non européens, y compris dans des pays en voie de développement. Bon, je voudrais dire 2 mots quand même. Moi, j'appartiens à une ONG de développement dont je m'occupe plus, parce que depuis que je suis émérite, j'avais un tout petit peu plus de temps, mais non plus maintenant, parce que je m'occupe de ça, du coup. Bon, dans le développement des systèmes énergétiques, par exemple en Afrique au sud du Sahara, il y a encore 5 ans, vous aviez dans le pipeline un nombre incroyable de centrales à charbon, hein, alors qu'il n'y a pas de charbon dans la plupart des pays, sauf au Zimbabwe et surtout en Afrique du Sud. Bon, maintenant, on a complètement basculé, c'est par exemple dans la région de Dakar, on a basculé ces projets, et maintenant c'est effectivement de l'énergie verte qui va prendre la place. Oui, bon. Dans les projets, nous travaillons plus sur des projets agricoles, et je pense que les questions agricoles et ce que vous avez dit sur l'agroécologie est très important. Je pense que s'il y a un point qu'il faut, je le répète, vous l'avez dit, hein, c'est vraiment que le renouvelable est l'ami de la biodiversité s'il est fait correctement. Et tous les discours
convenu sur le fait de dire c'est pas écologique. Non, si c'est fait correctement, c'est totalement en synergie. Bon. Et les sources renouvelables, par construction, sont beaucoup plus faites pour pouvoir irriguer les territoires en ressources économiques, puisqu'ils sont décentralisés. C'est pas besoin d'être sorti de l'école polytechnique pour le démontrer, si vous voulez. Si vous avez d'un côté 54 réacteurs nucléaires centralisés et puis des milliers de sources décentralisées, les sources décentralisées peuvent plus facilement irriguer. Et si vous le faites correctement avec les terres agricoles, vous avez un potentiel extrêmement valorisant. Même chose quand vous faites du développement agricole au sud du Sahara. C'est-à-dire que l'accès à l'électricité, bon, je rappelle quand même, pour ceux qui ne savent pas, que plus d'un Africain sur 2 n'a pas accès à l'électricité au sud du Sahara aujourd'hui. Bon, l'accès à l'électricité en milieu rural, il est favorisé par cette énergie décentralisée qui va en cohérence avec le développement agricole, parce que quand vous allez faire un réseau décentralisé, vous allez pouvoir investir dans des pompes, ramener l'eau, faire de l'irrigation, etc., faire du développement collectif. Bon. Et donc moi, ce que je trouve très important dans ce que vous avez dit tous les deux, c'est que les solutions citoyennes, ce n'est pas des situations de citoyens individuellement qui s'engagent, c'est des situations collectives, et c'est ce collectif qui donne du sens. Voilà. Place aux questions, on a 10 minutes. Edmond a le micro, levez la main et on va se diriger vers vous. Monsieur là-bas, au bout. Ici. D'abord ici, puis je vous ai vu, monsieur. Je vous ai vu. Allez-y. Qui démarre? Bonjour. Allez-y. Donc, Hicham Edjimen, Master Énergie. Donc, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des initiatives concernant le problème lié à l'épuisement des métaux? Donc, en exemple, la fabrication d'une éolienne, ça demande à peu près 50 à 200 tonnes d'aluminium. Et il y a plusieurs études qui montrent que le stock d'aluminium mondial va à son épuisement. Donc d'ici 2040, je pense qu'il n'y aura plus de stock d'aluminium. Et donc ce manque de matières premières va forcément provoquer une flambée des prix des matières premières. Et est-ce que ça va avoir un impact négatif sur le prix de l'électricité de demain? Donc est-ce que un mix énergétique, par exemple, composé de 80% d'énergie renouvelable, est-ce que c'est viable à long terme? Qui répond? Allez-y. Je veux bien commencer. Ouais, alors ça, c'est une question qu'on a très souvent. Et moi, je me dis toujours, mais pourquoi on regarde l'avenir avec les éléments du présent? Dans le sens où c'est un vrai sujet, cette histoire de métaux. Mais je donne un exemple. Vestas, qui est l'un des leaders mondiaux fabricants d'éoliennes danois, vient d'annoncer qu'il avait mis au point un système pour recycler les pales des éoliennes qui sont, je ne sais pas si vous êtes au jus de ça, qui sont souvent pointés du doigt parce que des déchets finaux, terminaux, qu'on ne peut pas recycler et qui sont extrêmement polluants. Bon, voilà. Typiquement, on a appris cette semaine qu'il y a eu cette évolution technique qui permet de résoudre un vrai sujet, un vrai enjeu. Et donc, s'agissant de ces problématiques de métaux, quand on regarde la filière photovoltaïque, alors moi j'en viens en plus, j'ai commencé en 2006, ce qu'elle faisait en 2006, ce qu'elle fait maintenant, les choses ont considérablement évolué. Aujourd'hui, souvent on me dit oui, mais on recycle pas, on ne sait pas recycler un panneau photovoltaïque. Il n'y a rien de plus faux. Aujourd'hui, vous avez une usine en France qui recycle plus de 90% de ce qui compose un panneau photovoltaïque. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? C'est que, en fait, il y a des enjeux qu'on ne peut pas occulter, mais très clairement, les solutions, on les met en œuvre au fur et à mesure que l'on avance tous ensemble. Et ça, typiquement, l'aluminium a une vertu qui est géniale, c'est qu'on peut le réutiliser à l'infini. Donc si on met en place des filières fonctionnelles de recyclage et de retraitement, ça peut être un début de réponse. Autre question? Là, ici, oui. Je vous ai vu. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Merci. J'aurais deux points d'étonnement dans les propos de M. Depertuis au tout début. Le premier, c'est que vous avez dit que dans tous les scénarios de RTE, il y avait une diminution du nucléaire. De la part du nucléaire, pardon. Sauf que vous n'avez pas dit, que de par la loi, RTE n'a pas pu étudier des scénarios ayant une augmentation de la part du nucléaire, et que moins il y avait de nucléaire dans les scénarios, plus le coût d'énergie augmentait. Et le deuxième point,
qui m'a étonné, c'est que vous avez parlé des objectifs non tenus de la part des énergies renouvelables dans le mix français. Mais pour le climat, les énergies renouvelables, en soi, on s'en moque. Le but, c'est d'avoir une énergie bas carbone. Si on regarde les Allemands, qui ont énormément de renouvelables, là, en direct, ils ont 50% de leur électricité qui est faite avec du renouvelable. Ils ont 5 à 10 fois plus de carbone dans leur électricité qu'en France. Du coup, je suis assez étonné par vos propos. Merci. Christian de Pertuis. Je voudrais juste signaler à propos des métaux, je dis un mot quand même, qu'il y a dans cette université un jeune maître de conférence qui s'appelle Xavier Bonnet, qui est un spécialiste des métaux. Donc il est là en plus, vous voyez. C'est aussi un ancien de la chaire économie du climat. Bon, donc on a disséminé dans les meilleures universités, tu vois. Bon, donc voyez avec lui. Et sinon, je pense que effectivement, le problème le plus crucial est moins la disponibilité de la ressource en minerais que la capacité de fonderie et les monopoles que se sont créés un certain nombre. Enfin, la Chine, qui a totalement anticipé la question depuis 10 ans et qui a effectivement construit des monopoles sur de la transformation du minerai et pas la disponibilité. Monsieur, je répondrai à vos deux questions de façon très claire. La deuxième, c'est que il y avait dans le paquet énergie-climat à l'horizon 2020 3 objectifs qui avaient été pris par les différents pays européens. Le premier concernait les émissions de gaz à effet de serre, le deuxième concernait l'efficacité énergétique, le troisième concernait la part des renouvelables dans le mix énergétique. Et ce troisième objectif a été atteint par 26 pays, sauf un qui est la France. C'est factuel. Je ne peux pas faire en sorte que l'Union européenne ait pris d'autres objectifs en 2009 et que lorsqu'on a fait l'évaluation, on soit arrivé à ce point-là, si vous voulez. Peut-être n'étaient-ce pas les bons objectifs, mais ce sont ceux qui ont été pris. Alors ensuite, en ce qui concerne les scénarios RTE et la comparaison avec l'Allemagne, il est vrai que l'Allemagne, en niveau, émet plus de CO2 dans le secteur électrique que la France, et même beaucoup plus si on prend les chiffres de l'année 2022. En tendance, la baisse des émissions de gaz à effet de serre est plus rapide en Allemagne qu'en France depuis les 20 dernières années. Et probablement, dans les 10 prochaines années, si les objectifs qui sont affichés par l'Allemagne sont atteints, eh bien, il n'y aura pas plus d'émissions de gaz à effet de serre en France qu'en Allemagne. Concernant les scénarios RTE, la partie des scénarios RTE qui concerne les coûts a été rajoutée dans un deuxième temps aux travaux qui ont été initialement donnés. En réalité, les variations des coûts du kilowattheure suivant les différents mix énergétiques sont extrêmement modérées, quels que soient les scénarios zéro nucléaire ou un nucléaire qui est redescendu vers les 50%. Je pense que la grosse difficulté, lorsque vous faites cet exercice, c'est d'anticiper les variations des coûts relatifs à l'horizon 2050. Julien, très court, parce que je prends une dernière question. Juste un complément très pratico-pratique. Moi, je suis toujours étonné quand on dit que ça coûte très cher l'électricité produite par les énergies renouvelables. Christian l'a rappelé en introduction de cette soirée. Nous, chez Enerfip, et vous pouvez demander, il y a des gens qui travaillent avec moi, on finance tous les jours des parcs éoliens ou photovoltaïques qui fonctionnent en vendant leur kilowattheure, leur mégawattheure, on va parler, ce sera plus simple, à 50, 60 euros le mégawattheure. L'EPR, et si je ne prends pas le dernier chiffre de son coût réel, je crois qu'à la base c'était 100 ou 110 euros du mégawattheure. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de débat. Autre question, Edmond. Oui, merci. Bonsoir. Monsieur de Pertuis, s'il vous plaît, vous avez écrit un excellent article dans Le Point à la suite de la COP27 de Sharm el-Sheikh en novembre. Et je suis surpris de ne pas entendre 2 mots ce soir en particulier. C'est d'une part, quand vous avez pas opposé, mais complété de manière assez particulière les énergies renouvelables et nucléaires, vous n'avez pas prononcé le mot pilotable, c'est-à-dire la capacité à ce que
la demande puisse être satisfaite par une offre disponible. Donc il n'y a pas que le prix, mais aussi la quantité disponible. Donc ma première question, c'est sur le caractère pilotable du nucléaire. Et ma deuxième question, vous rappeliez dans cet article que 4 pays à eux seuls, la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Indonésie, si je ne me trompe pas, représentent seuls 60% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, et qu'ils ne se sont pas engagés dans les questions de financement de la transition. Et donc, en mettant bien entendu de côté les initiatives individuelles, l'effet colibri, etc., est-ce que, et les initiatives de la REC en région par exemple, est-ce que la question démographique, le fait que l'Occitanie pèse par exemple 9% de la population française, que la France représente 1% de la population mondiale, même si on raisonne au niveau européen, avant ou après Brexit, on est à peu près à 6% de la population mondiale, est-ce qu'une des clés ne passe pas par des initiatives venant d'en haut, c'est-à-dire des initiatives diplomatiques? Merci. Réponse courte, si vous pouvez, parce que je voudrais prendre 2 questions pour arrêter là. Allez-y. Votre première question sur le caractère pilotable du nucléaire, je trouve, est paradoxale. Parce que quand on a la moitié du parc qui est arrêté pour des raisons non anticipées, ce n'est pas extraordinairement pilotable. Bon. Moi, ma conviction, si vous voulez, c'est que l'intermittence et l'irrégularité des énergies renouvelables, qui est un problème majeur, évidemment, est en passe de diminution très forte à cause de ce que j'ai dit, hein, la baisse du coût du stockage à court terme avec les batteries, la baisse du coût de la gestion intelligente des réseaux, qui est en gros le rapprochement du numérique avec les réseaux énergétiques, et puis l'hydrogène. C'est la façon dont je vois les choses. Je peux me tromper. Sur la diplomatie et bien évidemment, c'est ce qui se passe dans la négociation climatique internationale. Hein, tu as dit tout à l'heure que dans les COP, la partie citoyenne était plus sympathique, hein, ou plus, comment dire, dynamique que la partie diplomatique. Reste que, moi, je crois que les COP sont utiles. Et qu'un monde sans les COP serait encore pire que le monde avec les COP. Donc il faut des COP, ça n'avance pas suffisamment vite, mais dans tous les pays que vous avez cités, la transition énergétique a démarré. Et ça, je crois que c'est le message le plus important. Parce que moi, très souvent, j'entends dire, oui, pas la peine de s'embêter avec ces innovations, hein, de toute façon, même si on le fait nous, regardez en Chine, en Inde, en Indonésie. Regardez en Inde, en Chine, en Indonésie. Par parenthèse, je le dis, ça sera dans le prochain bouquin. Hein. Bon, alors, je viens d'écrire les chapitres là-dessus, donc je les ai bien en tête. La transition énergétique a démarré dans ces pays. Elle est, comme chez nous, pas assez rapide. Et elle est beaucoup plus difficile à conduire dans certains pays. Je vous donne un exemple. L'Inde. L'Inde a une consommation énergétique qui est inférieure de 4 fois par habitant en France et de 8 fois par rapport aux États-Unis. Donc vous avez une pression sur la demande énergétique qui est évidemment beaucoup plus forte. Donc ça va être plus long. Mais la Chine, qui est déjà à un niveau plus élevé de consommation énergétique, va évidemment atteindre son pic, comme l'a annoncé. Donc elle est en cours, elle n'est pas assez rapide. Mais ce n'est pas parce que c'est plus difficile et plus compliqué encore à l'extérieur qu'il faut ralentir les efforts chez nous. Question Edmond, peut-être ici. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour. Merci du coup pour vos interventions. Clément Bonnet, maître de conférence en économie à la faculté, ici même. Moi, je voulais quitter un peu le paysage français parce que du coup, on se retrouve vite à parler du nucléaire et le débat est assez rugueux, on va dire. Donc peut-être pour plus parler de ce qui se passe au niveau international et au niveau européen, moi j'avais une question un peu sur vos points de vue sur l'évaluation qu'on peut faire de l'accord de Paris. En 2015, on a vendu l'accord de Paris comme une immense réussite qui allait sauver la planète. Je résume de manière un peu grossière, mais c'était quand même l'idée. Les mécanismes de révision des plans de décarbonation au niveau national étaient assez innovants et assez cruciaux pour la réussite de cet accord. On peut en tirer un peu une première évaluation là. Donc voilà, à vos avis, en gros, est-ce que la négociation internationale sert encore à quelque chose d'autre que d'organiser des COP? J'aimerais bien avoir vos avis là-dessus.
Et puis, je voulais aussi avoir vos points de vue sur ce qui se passe en Europe dans le cadre du paquet législatif qui a été évoqué, là, le Fit for 55. Il y aurait le projet, et il y a de bonnes chances qu'il voit le jour, de mettre en place 2 nouveaux marchés carbone au niveau européen. On a déjà un marché carbone depuis 2005 qui porte sur les industries polluantes, sur la régulation des agents dans ces industries. Et l'idée serait de mettre en place un marché carbone sur la distribution de carburant pour le secteur routier et sur le chauffage résidentiel. On peut rentrer dans les détails, mais ce qui distingue là, ces 2 nouveaux marchés carbone des anciens, c'est qu'ils sont beaucoup plus bas dans la chaîne de valeur et donc ils vont impacter directement le consommateur final au portefeuille. Je voulais savoir si, selon vous, c'était une bonne idée et si vous aviez quelques anticipations sur, quelque part, la transformation un peu de nos vies que ça va nous imposer, parce qu'encore une fois, ça va directement impacter notre facture de gaz ou notre facture en fait, d'essence de fin de mois. Voilà, merci. Merci. Qui réagit ? Alors sur le deuxième point, je serais clairement pas du tout outillé pour vous répondre, mais je peux vous répondre sur le premier, en tout cas sur mon opinion. C'est que, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, et je ne veux pas dire par là que les COP servent à rien, je reprends bien ce que je veux dire, mais c'est que je crois que la puissance de l'effort collectif citoyen, elle peut être bien supérieure en fait à des décisions et des directives qu'on peut parfois donner au niveau étatique ou supra-étatique. Et parfois même aussi les événements que l'on rencontre tous collectivement, au niveau géopolitique notamment, engendrent des avancées assez spectaculaires. Chose toute bête qu'on a vécue il y a moins d'1 an, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avec toutes les conséquences que ça a pu avoir sur l'énergie. Et c'est vrai que si on regarde les choses factuellement, l'accélération formidable que ça a eue pour faire avancer notamment les énergies renouvelables, par exemple Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui annonce un nouveau paquet d'objectifs photovoltaïques pour l'Union européenne, je crois 40% supérieur à ce qu'il était avant cet événement-là. Et quand on regarde ça, on se dit mais ouais, en fait, non pas que les COP21 manquent d'ambition, mais je pense que c'est extrêmement compliqué de jouer avec tous les enjeux de tous les intervenants. Et c'est vrai que voilà, je crois vraiment fondamentalement à cet élan plutôt sociétal en ce qui me concerne, plus qu'à ce type de décision. Merci. D'autres éléments ? Raphaël ? Non. Après. Allez-y, Christian, alors. Sur les COP et l'élan citoyen, moi, je pense que en réalité, les positions des États sont aussi déterminées par la force des élans citoyens. Donc il ne faut pas dissocier les deux. C'est les grandes innovations, que ce soit en matière sociale ou environnementale, ça vient jamais des États ou des gouvernants. Ça vient de la pression des États et des gouvernants qui poussent. Des citoyens qui poussent les gouvernements, si vous voulez. La sécurité sociale, ça a été créé comme ça. Ça a été créé au début par des acteurs décentralisés qui ont fait des innovations citoyennes et au bout d'un moment, on a converti ça. Donc moi, je pense que c'est le même mouvement qui joue et c'est le même mouvement qui joue à l'international. Bon. Et je pense que les COP, c'est hyper important pour une autre chose dont on ne parle pas suffisamment, c'est que c'est le seul endroit dans le monde où le plus petit État insulaire ou le plus petit État africain a le même temps de parole et la même voix que les États-Unis d'Amérique ou la Chine. Il n'y en a pas d'autre. Ça a une valeur. Et ça a du sens. Et le deuxième point qui est très important, c'est qu'il y a, et notamment Sharm el-Sheikh, puisque vous m'avez posé la question tout à l'heure, Sharm el-Sheikh, il y a un acquis très important, c'est l'engagement sur les transferts financiers. Parce que qui se soucie aujourd'hui de financer les pertes et dommages climatiques dans les pays les moins... Bon, ben là, la COP est là, croyez-moi, ils ont tapé du poing, les pays africains. Et donc ça rentre en ligne de compte. 2 mots peut-être sur le marché carbone, pas plus, parce que, bon, là, il ne faut pas faire un cours d'écho quand même. Bon, moi, je pense que ce que fait l'Europe en ce moment sur... Le système d'échange des quotas est incroyable, parce que moi je pensais qu'avec la hausse des prix des fossiles et la crise en Ukraine et la guerre en Ukraine, je pensais qu'il y avait un risque d'éclatement du système des quotas. Et ce risque, il n'est pas resté purement virtuel, puisque un pays, la Pologne pour ne pas
la cité a proposé de plafonner le prix du quota à 30 € la tonne, et un autre, qui s'appelle la Hongrie, a proposé tout simplement de démanteler le système qui était une vilaine construction bureaucratique des technocrates à Bruxelles. Bon, non seulement le système a résisté, mais il va s'élargir. Alors, les modalités de l'élargissement vers le secteur diffus, hein, qui est plus que les carburants et la combustion pour les bâtiments, pose un problème évident qu'on a connu en France, hein, avec la taxe carbone et les gilets jaunes. Je suis assez bien placé pour le commenter. Bon, c'est que s'il n'y a pas redistribution, il y aura un problème. Donc la Commission prévoit effectivement de coupler cet élargissement du marché avec un fonds social qui doit distribuer le produit de cette extension, qui est plafonné. Hein. Ils ont plafonné parce qu'ils ont peur, hein, donc ils ont plafonné à, je crois, à peu près le niveau de la taxe carbone en France aujourd'hui. Mais c'est là où l'innovation est compliquée au niveau européen, tout simplement pour une raison très simple. C'est que le marché des quotas, l'environnement, c'est du domaine des prérogatives communautaires, pas le domaine social, qui est du domaine du subsidiarité, hein, c'est réservé aux... Donc là, ça va être assez compliqué, parce que même si vous avez un fonds social, quand vous distribuez des fonds via certains gouvernements, on ne sait jamais trop bien où ça va arriver. Dernière question, Edmond, ici, juste à côté. Allez-y, madame. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour vos interventions. Sandrine Michel, moi je suis prof ici. Dans le titre de la conférence, il est mentionné les leviers d'action des citoyens. Et merci pour cette préoccupation, parce qu'en effet, on voit très bien de multiples façons que les citoyens galopent sans doute plus vite sur les questions de la transition que les politiques. Néanmoins, cette politisation de la transition, elle me fait venir deux questions. La première, à partir du cas danois, dont il a déjà été vaguement question ici, j'aimerais préciser. L'expérience danoise autour des coopératives éoliennes est allée très loin, puisque c'est le mouvement citoyen autour de la création des coopératives pour des investissements locaux, donc avec un prisme territorial très fort, qui a eu une dynamique d'abord locale, puis nationale, jusqu'à la conquête du pouvoir politique. Et avec des choix en matière de politique énergétique très précis. Et ça a été une expérience tout à fait positive. En même temps, c'est une expérience qui ne finit pas bien, puisque dès lors que les coopératives ont été pleinement fonctionnelles et qu'il s'est agi d'augmenter substantiellement les investissements, alors on a eu un retour de l'opérateur historique, relooké, mais un retour quand même, et un recul du mouvement des coopératives. Donc, j'aimerais bien avoir votre sentiment sur la possibilité d'avoir une politisation positive, c'est-à-dire qui gagne, sur la transition. On sort d'un programme de recherche où on a beaucoup travaillé sur des expériences de transition au niveau local. C'est vrai qu'il se fait beaucoup de choses, mais l'agrégation est quand même sacrément difficile. Deuxième question sur les leviers d'action citoyens. Je suis d'accord avec ce qui a été dit à la tribune. L'action des jeunes en faveur du climat est tout à fait stimulante et impressionnante, mais on ne peut pas non plus ignorer que cette action des jeunes donne lieu à une judiciarisation féroce de l'activité, des actions des jeunes, et on est en train de glisser doucement, j'espère pas sûrement, mais on est en train de glisser de « oui, c'est très bien que les jeunes s'occupent du climat » à une espèce de notion qui se dégage autour de l'écoterrorisme, ce que je trouve très préoccupant. Très préoccupant, et c'est une manière, je trouve, un peu dramatique de faire des expériences négatives de l'action citoyenne. Et puis juste pour le fun, concernant l'Afrique subsaharienne,
J'aimerais tellement, comme vous, que Monsieur de Pertuis, que l'Afrique subsaharienne tire parti de son immense potentiel en matière de bioénergie, puisqu'il y aurait la gratuité des ressources, ce sont des technologies qui elles aussi sont à coût décroissant, etc., etc. Mais aujourd'hui, les mini-grids africains, ils sont en train de se développer à toute allure sur la base d'une technologie plutôt solaire qu'ils doivent importer, qui leur coûte très cher. Et dans ce cadre-là, on va se partager les marchés qui sont à peu près sur pied, c'est-à-dire les marchés urbains ou périurbains. On laisse donc dans le noir l'Afrique rurale. Et en plus, de cette manière-là, on se prépare à une à une très grosse vague d'actifs échoués, puisque fatalement, dans les zones urbaines ou périurbaines, les réseaux centralisés finiront bien par arriver et ils proposent de l'électricité bien moins chère. Merci beaucoup, Raphaël. Vous démarrez peut-être par votre réponse et puis on termine avec Christian de Pertuis. Alors, je vais vous répondre sur le premier point, la politisation des mouvements citoyens. Alors, bon, je ne sais pas si vos questions étaient très denses, mais effectivement, je crois qu'il faut être vigilant sur, quelque part, un peu le citizen washing. C'est-à-dire, et on a pu le constater, puisque dans le cadre des appels d'offres creux, donc il y avait de la Commission de régulation de l'énergie, donc un critère donc, qui permet de bonifier le projet si donc, le projet faisait appel à des collectifs citoyens. Et parfois, la tendance de certains peut être justement d'aller chercher des citoyens, mais bon, pour, entre guillemets, donc donner une connotation citoyenne, une colorisation citoyenne qui ne fait pas de ça un projet citoyen. Par exemple, sur la définition d'un projet citoyen, nous on a pas mal réfléchi, notamment avec l'association Éclair et Énergie Partagée. Donc il y a une charte qui précise assez précisément ce qu'on attend d'un projet citoyen. Et c'est pas uniquement d'aller chercher quelques citoyens pour donner cette caution-là. Donc je crois qu'il faut être vigilant à ça et vigilant aussi à l'instrumentalisation. Et ça ne peut se faire, on l'a dit et on le redit, par la force du collectif. Alors, moi, je ne suis pas pour dire, attention, les grands groupes, c'est tous des méchants, il ne faut rien faire avec eux, etc. Non. Parce qu'on ne fera pas la transition sans les grands groupes, non plus. Il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas qu'avec des collectifs citoyens qu'on accélérera la transition énergétique. Donc, il faut des deux, comme on dit, pour faire un monde. Et il y a aussi des entreprises, des grands groupes qui font des très beaux projets dans le respect des territoires, des citoyens, etc. Donc il faut, moi je ne suis pas pour une approche binaire et manichéenne, voilà. Mais il y a aussi effectivement des abus, il faut le dire aussi. Donc il faut être vigilant et il y a aussi on a un projet là que Julien connaît très bien, d'éolien en mer avec Eolmed. Donc Eolmed, c'est une entreprise du coin, c'est Caire. On sait que dans son capital, il y a Total Énergie. Oui, parce que pour faire des investissements comme ça, c'est des investissements extrêmement capitalistiques. Il faut de l'argent. Et qui a l'argent aujourd'hui ? C'est les grands groupes. Enfin, quoi qu'on en dise. Donc, essayer d'attirer Total aussi dans un projet comme ça, qui tout compte fait, est plutôt vertueux, où il y a une implication citoyenne, puisque Enerfip a joué un rôle pour lever de l'épargne citoyenne sur ce projet-là. On a une composante avec une implication très forte des collectivités, de la région, pour faire en sorte que le flotteur des Olmed soit fabriqué par une entreprise du Lot, une entreprise matière, où on voit que l'enjeu, c'est de structurer une filière, etc. Voilà. Merci. Christian de Pertuis, vous terminez sur quelques éléments de réponse aux questions. Rapide, ouais. Le projet d'éolien en mer, je me demande si je n'ai pas participé aux premières journées du débat, parce qu'il y avait une journée de débat introductive, et j'ai trouvé ça très intéressant, justement. Bon, je partage à 100% ce qui vient d'être dit, donc je ne vais pas le répéter, mais... en gros, on ne fera pas la transition énergétique sans les citoyens, mais on ne la fera pas non plus sans des masses d'investissements colossales qu'il faut mettre dans des formes concentrées de production énergétique pour répondre tout simplement aux besoins des populations urbaines et des choses comme ça. Voilà. Bon. La judiciarisation de l'action des jeunes, je ne suis pas tellement juriste ni magistrat.
Je pense qu'effectivement, le terme d'éco-terrorisme est en général pas adapté à des mouvements de résistance, surtout quand ils sont non violents. Et je crois que notre ministre de l'Intérieur, si je ne me trompe, a utilisé ce mot peut-être un peu en dehors de son contexte. Bon. Il peut arriver que notre ministre de l'Intérieur ait des écarts de langage que même réprouveraient sans doute les juristes les plus distingués. Je crois qu'il doit y en avoir dans cette université. Je les laisserai le soin de la jurisprudence. Sur l'Afrique et le solaire, je ne suis pas en accord total avec ce que vous avez dit. Vous avez un accès à l'électricité en milieu rural qui s'est accéléré depuis que vous avez possibilité de développer du solaire décentralisé. Là encore, ça ne va pas assez vite, mais c'est moins vrai en Afrique occidentale que sur la partie en réalité francophone que sur la partie anglophone, mais les indicateurs à ma connaissance et les projets auxquels j'ai indirectement participé montrent qu'on fait des choses qu'on ne faisait pas avant d'avoir cette source décentralisée. Donc je pense que aussi ça facilite les choses. Alors vous posez après une autre question qui est effectivement à quel moment l'Afrique aura aussi la moyen de produire ces panneaux photovoltaïques, mais déjà ça serait bien qu'on en produise un peu en Europe aussi, hein, si vous voulez. Donc là c'est un problème beaucoup plus général, qui est que en gros, tout le monde s'est complètement fait dépasser par l'Asie émergente, et principalement dans le cas des panneaux photovoltaïques, par la Chine, qui a... je rappelle juste que si vous preniez en, je sais pas, de 2005 ou 2006, les 10 premiers producteurs de cellules photovoltaïques, il y en avait un qui faisait 50% du marché mondial, c'est une entreprise qui s'appelait Sharp, qui est japonaise, qui a disparu du marché, hein, et vous en aviez 5 autres qui étaient allemandes. Et vous aviez 2 Chinois. Et 10 ans après, vous aviez 9 entreprises chinoises et une 10e qui était chino-canadienne, ou je ne sais pas comment on dit, canadio, enfin, moitié chinoise, moitié sino-canadienne, c'est ça, voilà. Mais il y avait 51% de capital chinois et 49% de capital canadien. Voilà. Donc ça vous dit tout. Voilà. Je voudrais qu'on applaudisse nos 3 invités. Merci beaucoup, Christian Pertuis, Julien Eustache et Raphaël Viennot. Oui, juste pour conclure, je vous remercie une fois de plus, Olivier, nos 3 intervenants, et je remercie également Mathias André qui est venu nous proposer ce sujet qui est très intéressant, ainsi que le partenariat avec Enerfi. Voilà.